Bonjour mes amis, je vais aujourd'hui vous parler d'un très bel exemple d'infiltration cognitive du Great Reset. Il s'agit de la campagne qui a été menée en 2020, tout au long de l'année 2020, 2019-2020, sur la fraude sociale. Donc cette campagne a été menée, vous vous en souvenez, au début du confinement, au début de l'affaire Covid, et elle débouche aujourd'hui sur des annonces du ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui nous parle de deux choses. D'abord, de recruter 240 inspecteurs URSSAF de plus, j'en dirai quelques mots, mais surtout de fusionner la carte d'identité et la carte vitale, et donc de créer ce fameux passeport numérique contenant les données sociales, les données de santé, dont l'Union européenne rêvait, et dont Klaus Schwab en a été le prophète, avec ses théories de la surveillance généralisée, du contact tracing ou du contact tracking. Et donc il a fallu 3 ans de gestation pour arriver à cette étape qui va être de dire on fusionne la carte d'identité et la carte vitale. Comme ça, lorsque vous passerez la frontière, le douanier saura si vous êtes vacciné, si vous êtes fraudeur URSSAF ou pas, on en dira quelques mots, et donc si d'une façon ou d'une autre, vous êtes quelqu'un de dangereux ou quelqu'un à bloquer ou quelqu'un dont les droits sont diminués. C'est le crédit social à la chinoise qui se met en place. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est comment, en apparence, une campagne d'opposition alternative, malfamée, conspirationniste ou complotiste, comment une campagne complotiste peut servir à faire avancer le Great Reset et ce fameux capitalisme de surveillance dont tout le monde vous parle. Alors, je vais essayer de résumer d'abord la chronologie des événements et ensuite je vais vous montrer, essayer en tout cas de vous montrer comment fonctionne l'infiltration cognitive. Et je finirai par une petite conclusion, s'il reste un peu de temps, pour dire comment on aurait dû faire pour régler ce problème de la fraude sociale. Je commence par le dire, bien entendu, la fraude sociale existe. Et bien entendu qu'elle est un problème. Donc simplement, comment s'est passée cette opération? Initialement, la question de la fraude sociale, je vais me targuer, je crois que c'est moi, sous mon précédent titre qui s'appelait Entreprise pour News, qui avait remarqué qu'il y avait beaucoup plus de cartes vitales, beaucoup plus de personnes immatriculées à la Sécu que de Français. Cet article a eu beaucoup de succès à l'époque. Donc il y a des sujets d'immatriculation à la sécurité sociale qui sont vrais, soyons d'accord. Il y a des gens qui sont d'authentiques crapules fraudeuses qui doivent être réprimées, qui doivent être dénoncées, bien entendu. La question, c'est quelle utilisation malicieuse on fait de ces thèmes pour faire progresser une idée plus générale qui est la mise sous surveillance numérique de toute une population. Et la campagne sur la fraude sociale en a été un parfait exemple. Alors ce qu'il faut en dire d'abord, c'est que cette campagne sur la fraude sociale, lisez le courrier des stratèges aujourd'hui, j'ai rappelé qu'au mois de septembre 2020, j'avais dit mais cette campagne sur la fraude sociale, c'est une campagne scélérate parce qu'elle va en réalité déboucher sur des mesures qui sont des mesures indésirables. Et elle est agitée comme un chiffon rouge pour endormir les esprits, les manipuler et les amener à accepter des mesures totalement scandaleuses, comme le renforcement des contrôles des entreprises, comme la mise en place d'une surveillance numérique des populations. J'ai publié cet article au mois de septembre 2020. Je ne me suis pas trompé. Et donc, comment ça a marché? Alors évidemment, si vous voulez, l'objectif quand on fait une opération d'infiltration cognitive, et je pars du principe que, à l'insu ou non des acteurs qui ont porté cette opération, la question de la fraude sociale a été instrumentalisée par la caste mondialisée pour faire admettre la surveillance numérique des populations. Même si Charles Prats, qui est le magistrat qui a porté cette affaire, initialement n'était pas forcément conscient du jeu qu'il jouait ou des intérêts qu'il servait en transformant cette affaire de fraude sociale en une croisade
qui a utilisé tous les mots-clés pour toucher les franges de la résistance au macronisme. Hein, vous voyez, ce que je voudrais dire, c'est que vous êtes patron du Great Reset, vous êtes un élément important du Great Reset comme Emmanuel Macron. Comment vous faites pour faire avancer la question de la surveillance numérique? Alors, moi je pense que vous bordez, c'est-à-dire un coup à droite, un coup à gauche. Vous faites le pass sanitaire, parce que tout le monde dit « non, je ne veux pas mourir du Covid, donc faites un pass sanitaire pour me protéger », évidemment. Et d'un autre côté, vous utilisez des campagnes alternatives qui s'adressent à vos adversaires politiques, parfois vos ennemis politiques, pour les ramener à vous et pour les préparer à admettre une idée que vous aurez tôt ou tard, que vous avez déjà et que vous savez polémique, et vous commencez à neutraliser l'opposition en l'infiltrant de façon cognitive, c'est-à-dire en utilisant l'opposition pour propager spontanément des thèmes qui vous servent et préparer le projet que vous avez en tête. Et la fraude sociale a été une opération d'infiltration cognitive conçue comme ça, c'est-à-dire que la caste mondialisée s'est dit, ces scrogneux d'extrême droite qui sont contre la mondialisation, comment on fait pour les ramener à nous et comment on fait pour qu'ils acceptent nos projets, notamment ceux de la surveillance numérique. Alors, on appuie sur un sujet extrêmement sensible et qui va marcher, qui va faire les choux gras, on le sait par avance, c'est les Arabes fraudent la Sécu. Et donc, faut prendre des mesures, monsieur. Et ça a très bien marché. Pourquoi? Parce que d'abord, on parle des Arabes fraudent. Alors, tous ceux pour qui, spontanément, c'est une expression synonymique, sont aux anges. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que tous les Français qui pensent que l'Arabe est un fraudeur, là, il y a un mec qui s'appelle Charles Prats qui juge et qui a dit... les Arabes sont des fraudeurs. Alors, il ne l'a pas dit comme ça, bien entendu. C'était plus arrondi, c'était plus dilué, c'était moins affirmatif. Mais évidemment que ce que Charles Prats apportait confirmait les convictions intimes de tous ceux qui ont voté Zemmour, pour aller vite. Vous vous souvenez que Zemmour, il y a 15 jours, a encore dit « la violence, c'est l'extrême gauche et les musulmans ». Ah bon. Donc, évidemment, qu'en disant les Arabes fraudent, déjà, on était aux anges, et il y en a pour 40 milliards, bon monsieur, chiffre qui n'a jamais pu être prouvé. Personne ne peut prouver le montant d'une fraude, puisque par nature, c'est une fraude. Mais c'était 40 milliards, c'était sûr. Cette opération était impressionnante. Et il se trouve que les Arabes fraudent, ce qui confirme ce qu'on pensait d'eux, dans un certain nombre d'esprits, évidemment. Mais en plus, il faut de la Sécu. La Sécu, le CNR, l'invention de la résistance. Il y a tout un tas de légendes qui ont été forgées après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir sur la Sécu, qui n'existaient pas avant 1985, sur la Sécu héritage de 1945. C'est du pipeau. Regardez les débats sur la sécurité sociale entre 1945 et 1985. La façon que les Français avaient de vivre la Sécu à l'époque n'avait rien à voir avec ce mythe, cette légende urbaine qui a été tissée méticuleusement par une gauche étatiste qui prépare, et qui est la force supplétive du Great Reset, parce qu'elle prépare la mise sous surveillance numérique de toute la population. Et donc, si vous voulez, de façon assez intéressante, à l'époque, en 2020, on lance le Covid, on lance le confinement, on prépare les esprits, c'est le chaos, c'est le choc, et on dit les Arabes fraudent la Sécu, ce grand héritage de 1945, ce qui fonde l'identité française contemporaine, le produit de la résistance. Alors évidemment, vous avez aligné dans une seule phrase tous les mots-clés qui font que les gens se groutisent, s'hypnotisent immédiatement. C'est aux armes citoyens, c'est Jeanne d'Arc, si vous voulez, qui appelle à reprendre Orléans. Donc, forcément, cette campagne ne pouvait que fonctionner en agitant des chiffons rouges dont la portée, d'ailleurs, était plus dans leur résonance profonde que dans les mots utilisés eux-mêmes. Et cette campagne était d'autant plus efficace qu'elle a été boycottée par les médias officiels.
C'est-à-dire que c'était être d'extrême droite que de parler de relayer Charles Prats. Seuls les médias de réinformation indépendants relayaient Charles Prats. Ce qui était la meilleure médaille à donner de crédibilité dans certains milieux, dans les milieux antimacronistes de droite, on va dire ça comme ça, dans les milieux souverainistes de droite, on ne pouvait pas faire plus efficace que pour répandre cette conviction que la Sécu était en danger à cause des fraudeurs maghrébins, on ne pouvait pas faire plus efficace que de dire on n'a pas le droit de parler, ça c'est une théorie d'extrême droite. Et on ne pouvait pas faire plus efficace que d'entamer un processus disciplinaire contre Charles Prats, parce que c'était donner des gages de crédibilité, de sincérité, de loyauté à cette théorie qui a été très largement reprise dans les milieux qui ensuite se sont opposés au pass sanitaire, de fait. Et c'est la très grande force de l'infiltration cognitive, c'est que les gens ont le sentiment d'agir conformément au bien, au droit, et d'agir spontanément, alors qu'ils sont pris dans une manipulation. Et que cette manipulation, elle sert essentiellement à justifier la mise en place d'un projet qui horrifie les gens. Mais tout à coup, ils en deviennent des acteurs volontaires et même pratiquement fanatiques en disant « mais bien sûr qu'il faut multiplier les contrôles, mais bien sûr qu'il faut réprimer tous ces salauds et tous ces gens qui font vivre leur grand-mère 180 ans pour toucher la retraite au fin fond du bled. Bien entendu qu'il faut se battre contre. Alors, on fait quoi ? On fusionne la carte d'identité et la carte vitale, c'est tellement plus simple. » Et hop, le tour est joué. Donc, cette opération, donc Charles Prats, elle a donné lieu à une commission parlementaire à la demande des Républicains durant la précédente mandature. On notera que Charles Prats, aucun journaliste ne lui a jamais fait remarquer qu'en tant que juge, en tant que magistrat, il n'était pas ressortissant de la sécurité sociale. On rappelle que les magistrats ont un régime de retraite spécial et ont un système d'assurance maladie relativement différent du vôtre et du mien. Et donc on rappelle qu'en réalité, s'il y a des fraudeurs en France, ce sont d'abord les fonctionnaires qui ne cotisent pas au régime général de la sécurité sociale, qui ont leur propre régime financé par l'impôt. On leur redit, un employeur en gros consacre de mémoire 20% du salaire, donc 10, à peu près ça la répartition, du salaire à la retraite de son salarié, 10 pour le salarié, 10 pour l'employeur. Et dans l'administration, c'est de mémoire 10 ou 15 et 70. C'est-à-dire que la retraite du fonctionnaire, elle est beaucoup plus financée que votre retraite de régime général. Et l'argent, il est pioché dans vos impôts. Les fonctionnaires, la retraite des fonctionnaires, elle est nourrie dans des conditions extravagantes par « je pioche dans les impôts pour équilibrer le régime des fonctionnaires ». On le rappelle, les fonctionnaires ont une méthode de calcul de leur retraite qui est très, très, très favorable. Si ça vous intéresse un jour, j'y reviendrai. J'ai été gestionnaire de retraite, liquidateur, oui c'est ça, instructeur de dossier retraite pendant de nombreuses années dans l'administration, donc je connais à peu près le sujet. Donc évidemment, personne ne vous dit, mais monsieur Prats, vous-même vous n'êtes pas à la Sécu, donc c'est quand même curieux que vous dénonciez des fraudes à la Sécu, vous n'êtes pas ressortissant de la Sécu. Le rapporteur de la commission LR, qui est consacré à la fraude sociale, qui a dit c'est 40 milliards de vols, c'est des méchants, etc. Ce rapporteur n'a lui-même jamais mis les pieds dans une entreprise, il a toujours été collaborateur parlementaire ou fonctionnaire territorial, c'était M. Brindot. Donc on avait devant nous des gens qui n'étaient pas ressortissants du régime général de la sécurité sociale, qui sont venus dénoncer les fraudes à la sécurité sociale, sans jamais dire qu'eux-mêmes n'en étaient pas. Parce que la Sécu, c'est quand même pour les petites gens. Voilà. Et donc, cette opération, si vous voulez, elle a été relayée complaisamment par des médias dits alternatifs ou dits indépendants, et qui n'ont jamais fait leur travail de base, qui était d'interroger les détracteurs de la fraude ou les dénonciateurs de la fraude en disant « mais vous-même, comment vous vous situez par rapport à la Sécu ?»
Et aucun média alternatif n'a jamais pris le temps de contrebalancer le sujet. C'est-à-dire qu'aucun média alternatif n'a jugé utile de dire oui, mais enfin dans la fraude, il y a aussi des gens qui sont parfaitement innocents. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma femme, la grand-mère de ma femme, on a été fraudeurs. On a employé une nounou, qui était la grand-mère de ma femme, l'employait comme aide ménagère, si vous voulez, avec le fameux chèque CESU. Simplement, le site de la CAF ne permettait pas de faire les déclarations. Donc les gens venaient travailler sans être déclarés. Et on avait beau aller tous les jours sur le site. Alors la grand-mère de ma femme, ça la mettait dans un état d'angoisse absolue, en disant « mais je ne veux pas être fraudeuse ». Et si vous voulez, vous avez aujourd'hui des dysfonctionnements administratifs qui font que vous êtes fraudeur contre votre volonté. Parfois vous l'êtes à votre insu, parce que les règles sont tellement compliquées. Je pense à tous ceux, si vous voulez, qui ont... pendant des années, moi, quand j'ai commencé comme patron, j'avais dit à Noël, je fais des chèques cadeaux de 250 € à tous mes salariés. L'année suivante, je me suis rendu compte que les gens qui faisaient ça se faisaient redresser parce que c'était de la fraude sociale. Parce que les cadeaux aux salariés sont plafonnés à 172 € en fin d'année. Ben, j'étais fraudeur. Je ne le savais pas, j'étais fraudeur. J'essaye, je l'ai raconté dans une vidéo, j'essaye de faire un accord d'intéressement et de participation. C'est tellement compliqué que moi je fais comme je peux, mais qui peut me dire que je ne suis pas fraudeur? Qui peut me dire que lorsque l'URSSAF va venir contrôler l'accord que j'ai signé, je crois d'ailleurs que j'ai fait une déclaration unilatérale tellement c'est compliqué, qui peut me jurer que l'URSSAF ne va pas me dire vous êtes un fraudeur? Vous n'avez pas respecté telle et telle règle. Alors je vais vous dire, j'ai pris des conseils pour faire cet accord. C'est tellement compliqué que finalement j'ai pris l'accord type sur le site des URSSAF. Mais même là, je ne suis pas convaincu d'avoir respecté les règles. Enfin, j'en sais rien. C'est tellement compliqué. Et peut-être qu'un inspecteur URSSAF va venir me dire « vous êtes un fraudeur ». Et donc, le problème de la fraude, c'est qu'évidemment, il y a des gens malveillants. Évidemment, il y a des gens qui trichent. Et évidemment, c'est scandaleux. Hein. Évidemment qu'il y a des employeurs qui font du travail au black. Voilà. Simplement, quand je lis les propos ahurissants de Gabriel Attal, on s'aperçoit que l'opération qui a créé une fenêtre d'Overton, comme on dit, c'est-à-dire qui a installé dans l'opinion le fait que la fraude sociale doit être combattue, cette fenêtre d'Overton, elle sert à dire des conneries. C'est-à-dire que Gabriel Attal, il explique que ceux qui font des tubes transnationales sont des fraudeurs, ce qui est faux. Gabriel Attal nous explique que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de médecins qui fraudent en déclarant des soins qui n'ont pas eu lieu. Gabriel Attal nous explique qu'il y a plein de patrons qui fraudent en employant des gens au noir, ce qui est probablement vrai, mais il y a surtout plein de patrons qui font comme ils peuvent, en toute bonne foi, et qui sont confrontés à des réglementations ubuesques qui les exposent à des contrôles de l'URSSAF où, sur des détails, ils vont être jugés fraudeurs. Enfin, et je peux vous le dire parce que j'ai été administrateur de l'ACOS, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est la maison mère des URSSAF. Et en tant qu'administrateur, je me souviens d'un adhérent que j'avais à la Fédération française de sociétés d'assurance, un adhérent qui était spécialiste, qui vendait des produits pour les entreprises, des produits de santé et de prévoyance, et qui me dit on a un contrôle URSSAF, et l'URSSAF veut nous redresser de 35 millions d'euros sur notre propre dispositif prévoyance au sein de l'entreprise. Et là, vous vous apercevez qu'il y a des boîtes dont le métier est de faire des accords prévoyance, des accords santé dans les entreprises, et qui sont tellement paumés par la réglementation qu'il y a des inspecteurs URSSAF qui disent « mais vous fraudez !» C'est ahurissant. Et ça, évidemment, personne n'a jamais parlé, aucun journaliste qui interviewait Charles Prats ne s'est senti obligé de dire « mais peut-être qu'il y a des fraudeurs qui fraudent parce qu'ils ne connaissent pas la réglementation, ou parce que la réglementation est trop compliquée. » Et peut-être que pour dégonfler la baudruche de
de la fraude, il faudrait commencer par simplifier fondamentalement les règles de la sécurité sociale. Personne n'a jamais dit ça. C'est-à-dire que dans la campagne qui a été menée par la fraude sociale, sur la fraude sociale, tout le monde s'est engouffré derrière le chiffon rouge. Le problème, c'est les Arabes, qui en veulent à notre bonne sécu héritée de la résistance, et personne n'a voulu contrebalancer, c'est-à-dire que les gens de droite qui ont soutenu cette campagne n'ont absolument pas reposé le problème de la fraude tel qu'il se pose, qui est d'abord celui de la complexité de la sécurité sociale et de ses règles, et dans ceux qui ont dit mais ce sont des thèmes d'extrême droite, aucun n'a jugé utile de dire mais attendez, ce que vous demandez messieurs de droite, c'est plus de contrôle dans les entreprises. Il y a eu un consensus pour d'une certaine façon monter en épingle cette affaire de « il faut des mesures répressives pour lutter contre la fraude fiscale, la fraude sociale ». Et ces mesures, c'est quoi? C'est évidemment ce que la caste mondialisée souhaitait, c'est ce que le Great Reset voulait, c'est la fusion entre la carte d'identité et la carte vitale. Et là-dessus, l'opération est tellement téléphonée qu'on se dit « mais c'est très bien monté les mecs, vous êtes des vrais pros ». Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'abord, il y a dans les principes de manipulation de l'opinion, il y a ce qu'on appelle, ce qui est essentiel, qui a été utilisé à fond, c'est le même processus que le pass sanitaire. Ça a été utilisé à fond par Macron autour du pass sanitaire, c'est le principe de cohérence. C'est-à-dire que vous poussez les gens à dire « je veux ça », cette loi, je la veux, je la demande, je l'exige. Une fois que les gens ont dit « je veux ça », ne serait-ce que par fierté, ils ne reviennent plus jamais en arrière. Donc excusez-moi, mais tous les gogos prétendument souverainistes qui ont dénoncé le droit de la sécurité sociale, le droit européen de la sécurité sociale qui permet à un Algérien de toucher sa pension en Algérie, qui est d'ailleurs le produit d'un traité franco-algérien, ceux qui ont dit c'est scandaleux ne reviendront plus jamais en arrière. Donc quand on va leur dire on fusionne, comme vous le demandiez, on fusionne la carte vitale et la carte d'identité, ils ne vont pas évidemment dire ah non mais c'est pas ça que vous voulez. Ils vont dire ouais je suis cohérent avec moi-même, c'est ce que je veux. Et là vous avez mis dans votre poche les souverainistes, c'est-à-dire que vous êtes la caste mondialisée, vous avez un projet de surveillance généralisée des populations qui est un projet mondialiste, et tout à coup les gens qui vous dénoncent, la mondialisation c'est dégueulasse, tous ces gens qui n'ont pas de patrie, c'est des monstres, tout à coup ils soutiennent votre projet. Et ça, bingo! Et c'est ce qui s'est passé mes amis, vous vous êtes fait avoir. Et vous êtes fait avoir par des gens qui ont utilisé tous les codes pour abuser de votre crédulité. C'est-à-dire qu'ils ont dit mais nous sommes alternatifs, regardez on invite Raoult, on invite à l'antenne bidule, machin, c'est la preuve qu'on est indépendant. Et donc maintenant rentrez dans le moule de la mondialisation et rentrez dans le moule du Great Reset. Et Gabriel Attal, c'est pas surprenant qu'il soit celui qui ponctue au bout de 3 ans un projet qui a commencé à être préparé dans les esprits au moment du Covid. C'est que Gabriel Attal, c'est l'homme du Great Reset. Il a vu Macron faire, il a vu Macron utiliser le soutien de l'élite internationale, il a vu Macron devenir l'homme de la caste, et maintenant il dit « moi aussi je veux être l'homme de la caste ». Et donc je vais appliquer tous vos projets. Fidèlement, loyalement, en échange, vous me soutenez en 2027 pour que je sois président de la République. Et donc, sans surprise, si vous voulez, Attal, qui a très bien compris la règle du jeu, qui en plus connaît de l'intérieur le mode de fonctionnement du système, beaucoup plus qu'un Darmanin, qui est une rajouture, si j'ose dire, une pièce rapportée. Darmanin, c'est un parvenu. Il a commencé comme rien. Il a gravi les échelons à force de servilité, mais il n'est pas, comme Attal, né à l'école alsacienne, si j'ose dire, il ne s'est pas forgé dans ce système. Hein. Il n'est pas dans les mêmes réseaux affinitaires que Attal. Et donc Attal, qui connaît très bien le système, en tant que ministre des Comptes publics, annonce la fusion de la carte d'identité et de la carte vitale dans Le Parisien, journal de Bernard Arnault, grand pilier de la mondialisation. Et il annonce ça sans même que Darmanin, son collègue de l'Intérieur, chargé des cartes d'identité, n'ait entendu parler du projet. Si vous ne comprenez pas que ceux
qui ont, à un moment donné, promu tous azimuts, et parfois à leur insu, parfois avec sincérité. Je pense qu'un gars comme Charles Prats est un gars globalement sincère. Si vous ne comprenez pas que ce projet a été monté en épingle en 2020, au moment du Covid, pour préparer les esprits à l'identité numérique et pour justifier moralement cette identité numérique, c'est pour défendre l'héritage de 45. Et si vous ne comprenez pas que cette affaire a été montée en épingle pour, in fine, neutraliser les populistes, les souverainistes, en les faisant adhérer à un projet de surveillance mondialisée, vous ne comprenez pas l'exercice d'infiltration cognitive qui a été mené depuis 2020, avec des personnalités, on les retrouve, ils sont dans les mêmes réseaux affinitaires, ils ont les mêmes fonctionnements, ils utilisent toujours les mêmes arguments de manipulation destinés à vous faire croire qu'ils sont crédibles et que vous pouvez leur faire confiance. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, in fine, l'opération de fraude sociale lancée, qui était une opération d'extrême droite, était une préparation psychologique au Great Reset, était une façon de vous raccrocher au Great Reset à votre insu. Ça s'appelle l'infiltration cognitive et c'est très efficace. On assiste à une autre opération d'infiltration cognitive en ce moment menée par Hanouna sur le harcèlement sur Internet, sur les réseaux sociaux. Si vous voulez, si ça vous intéresse, laissez un commentaire, je vous en reparlerai et je vous ferai une vidéo sur ce sujet.